pense que c'était un petit, comme un échappatoire. Quand j'étais petite, je regardais par la fenêtre à l'école parce que je m'ennuyais beaucoup. Donc, j'avais pas vraiment d'histoire racontée. C'était plutôt en fait dans les moments où j'étais toute seule et que je jouais, je me racontais beaucoup d'histoires. La contrainte, c'est quelque chose qui vous ennuie? Non, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus drôle, mais en même temps, on est obligé d'en avoir un petit peu. C'est juste qu'il faut. Et alors, vous parliez d'échappatoire. La contrainte vous pousse à vous échapper? La contrainte de l'école, comme c'est quelque chose qui a été pour moi, j'ai fait complètement un blocage par rapport à l'école, il a bien fallu trouver un moyen de subsister, même si je rentrais pas dans un moule, dans des cases. Donc effectivement, j'étais obligée de me faire un petit monde un peu plus douillet, quoi, parce que c'était quand même très dur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce monde, qui reste le même, hein, ce monde de fées et de sorcières, dans lequel qui est très doux, en opposition au reste, est-ce que c'est un endroit où vous vous réfugiez? Non, maintenant je suis plus dans un... Je vis pas dans un conte de fées, je vis dans la réalité. Maintenant, j'ai transformé la chose, c'est-à-dire que j'utilise le côté merveilleux dans le travail, c'est-à-dire que j'utilise mon univers imaginaire, mais en faisant des photos, en jouant avec des matières. Mais c'est pour vous aussi, personnellement, ça vous fait plaisir de retourner dans cet univers-là, visiblement. Ah oui, j'en ai besoin, c'est quelque chose de vital. Vous assumez, si je vous dis c'est une part d'enfance, c'est quelque chose que vous assumez? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est presque normal, je dois dire, c'est presque normal. Est-ce que Anne, on peut faire le comparatif avec ce moment où vous montez sur scène? Est-ce que c'est une parenthèse dans la vie Ah non, mais c'est du travail. Oui, à l'évidence. Non, moi les moments de parenthèse, j'en ai, mais c'est plus, par exemple, quand je vais faire des jeux avec ma fille, même quand elle était plus petite encore, je pouvais coudre des déguisements. Là, je m'éclatais, même plus qu'elle, des fois, ou construire une maison de poupée qu'elle ne m'avait pas forcément demandé, mais là, retrouver le plaisir de jouer comme quand j'étais petite, c'est plus ça. Mais quand je travaille, j'ai du plaisir, bien sûr, mais c'est quand même du boulot, quoi. Ah non, à l'évidence. Mais c'était le côté parenthèse, moi, qui me... Non, c'est pas une parenthèse. C'est pas une parenthèse pour vous. C'est tous les jours. Ça vous... Non, Anne, faites pas exprès de pas comprendre ma question. Ça vous sort de la vie du quotidien, c'est ça que je veux... Ah oui, ça m'aide à supporter la vie, oui. Mais l'art, ça aide à supporter la vie. Il ressort très bien, hein, le monde de l'enfance. Je pense que vous l'avez ressenti, où toutes les petites filles, quand vous chantez avec votre sœur, il y a une comptine, et on le voit comme ça très fort. C'est quand même, et vous avez dit le mot, un refuge. Ouais. Et dans 10 ans, vous serez comment? Ça, je sais pas. Vous imaginez d'abdiquer sur ce monde-là ou de le laisser poursuivre avec vous? Je pense qu'il va évoluer. Naturellement, et qui va se transformer. Vous aurez 40 ans, hein, dans 10 ans. Oui, mais je pense qu'en fait, on a toujours une part d'enfance en soi. Enfin, c'est ce qui fait partie. Je pense que on la garde, cette partie d'enfance en soi. C'est important. Bien sûr que c'est important. Alors, Jacques, est-ce que c'est le talent de savoir garder et de savoir laisser vivre une partie d'enfance en soi, ou alors est-ce que c'est le syndrome de Peter Pan? On ne peut pas juger comme ça une vie de l'extérieur. Précisez-nous ce que c'est déjà le syndrome de Peter Pan. Alors, syndrome de Peter Pan, c'est ces personnes qui n'arrivent pas à grandir, comme Peter Pan, hein, qui veulent rester dans l'enfance et qui veulent rester dans le pays du jamais-jamais, donc dans un pays où le temps n'existe pas. Et sortir de l'enfance, c'est accepter le temps. Alors, je dirais qu'on a tous un équilibre à trouver vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que les moments de régression sont des moments normaux et habituels de la vie. Savoir trouver comment la régression peut s'intégrer dans notre vie. Ce qu'on appelle la régression, c'est-à-dire cette capacité à retourner ou à garder quelque chose de l'enfance. Je dirais aussi que, dans ce que Rose dit, c'est très présent, c'est cette manière qu'elle a de dire, au fond, le monde adulte se présente parfois comme un tunnel gris et sans forme, une espèce de rail. On est dans un monde hyper rationnel. Et je crois qu'effectivement, certains sont tentés de se dire... rester dans la poésie de l'enfance, rester dans quelque chose de l'enfance qui permet d'être créateur. Il faut pouvoir. Il faut pouvoir. Moi, je pense qu'aussi, les parents disent beaucoup, bon, tu es obligé d'aller à l'école, c'est obligatoire. Et aussi, quand on est petit, on voit le monde des parents, on se dit, ouais, ça n'a pas l'air forcément très, très drôle. Donc, c'est aussi transmis par les parents. Donc, tout le côté, tu es obligé, si tu vas pas à l'école, on va venir te chercher, enfin la police va venir te chercher, on se dit mais au secours, non, attendez, stop. Rose, non mais Rose, est-ce que vous pourriez vivre ce que vous vivez aujourd'hui et garder cette part d'enfance si vous n'étiez pas supporté par vos parents financièrement par exemple? Ça serait possible pour vous? Maintenant, oui, tout juste, enfin, ça commence à être possible, oui.
oui. Mais c'est vrai que c'est un peu un filet de sécurité qui fait que c'est vrai que quand on a un endroit où on peut habiter, c'est toujours plus facile que quand on a des loyers, des factures. Est-ce que vous avez le sentiment d'être adulte, vous? Oui. 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 J'ai l'impression de le devenir petit à petit. Et ça veut dire abdiquer sur la fée et la sorcière ou pas? Mais ça se fait tellement doucement que je me rends pas compte en fait. La fée et la sorcière, oui, elle n'existe, enfin, elle s'estompe petit à petit et pour se transformer en joie de vivre, tout simplement. Et en loyer aussi, je crois, c'est inévitable. On parle, Jacques, aujourd'hui des adolescents, c'est-à-dire des adultes qui restent des adolescents. Oui, il y a toute une période maintenant de transition entre l'adolescence et l'âge adulte, et il y a un certain nombre de personnes qui vivent cette transition d'une manière plus ou moins longue, avec effectivement des paliers qui peuvent être le palier de l'indépendance financière, qui est différent d'une personne à l'autre. Je crois que c'est un moment important de l'âge adulte de pouvoir être indépendant financièrement. Mais comment est-ce que vous expliquez ce triomphe de l'adolescence dans notre société? Elle commence de plus en plus tôt et elle finit parfois à 40 ans pour les hommes. Non, je rigole. Je crois qu'il y a beaucoup de... C'est un message personnel? Pas du tout. Pas du tout. On dit que c'est souvent les hommes qui sont plus... Et c'est vrai que cette question concerne plus les garçons que les filles ou les hommes que les femmes. Il y a plusieurs raisons. Moi, je crois que, d'une part, les parents, les générations précédentes n'ont pas envie de vieillir. Donc, c'est un élément. Donc, on lâche moins facilement les enfants ou les adolescents. On les garde plus longtemps dans une relation proche, dans une relation où on est presque dans la même période de temps. On a l'impression d'avoir le même âge. Je crois qu'aussi, peut-être, beaucoup de garçons ont du mal à s'arracher à la sphère maternelle. C'est des choses qui existent aussi. Et peut-être les mères aussi ont du mal à lâcher leurs garçons. Je crois qu'aussi les parents ont peur, sont angoissés à l'idée de lâcher leurs petits dans le réel, justement ce réel où il y a des institutions épouvantables qui font mal. Parce que l'institutionnel, vous le dites bien, l'institution c'est quelque chose d'angoissant. Et pourtant l'institution, on en a besoin. Oui, mais ça je suis d'accord. Et il y a une difficulté avec l'institution de nos jours. Alors, en préparant l'émission, évidemment, Martin Rubio a récolté toutes vos questions, les questions que vous vous posez. Martin, c'est le rédacteur en chef de psychologie.com. Et Martin... Oui, Maïtena. C'est merveilleux, vous êtes la magie. Vous venez d'évoquer la fuite devant le réel. Et donc, sur Internet, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont tentés d'aller dans les univers virtuels, à travers les jeux vidéo et Internet, bien sûr. Et donc, on a notamment des gens qui sont dans la vie, qui travaillent, mais qui avouent, dès qu'ils rentrent chez eux, commencer des jeux vidéo jusqu'à 3 h du matin, recommencer à 6 h du matin avant de partir au boulot. Voilà. Donc, c'est une immaturité, c'est une fuite. En tout cas. Bon, ça lui plaît pas du tout, du tout. Est-ce que c'est un refus d'être adulte, ça, ou pas? Ça dépend quelle dose. On parle des troubles d'addiction à Internet, parfois. Donc, à une certaine dose, oui. Ce qui est frappant chez ces gens-là aussi, des garçons, souvent des hommes, c'est le côté clivé. C'est-à-dire qu'on peut très bien bosser toute la journée, avoir un travail et l'assumer, mais en même temps vivre le travail comme ce long tunnel gris qu'on évoquait tout à l'heure, et le soir avoir besoin de sa dose. Parce que le reste ne paraît pas intéressant, paraît être une espèce de lieu épouvantable. Vous êtes accro à un jeu, Anne, ou un truc comme ça? Ah non, non, non. Vous tricotez ou... Non, j'ai pas de... Non. Non, moi, les choses, il m'a dit que c'était pas grave, donc je vais dire ça à mon mari, de manger comme un cochon, des fois, ça, c'est ça, le désordre, le côté... Mais visiblement, ça vous fait du bien quand vous le faites avec plaisir. Oui, ça, mais vrai après, plaisir. mon mari, il m'engueule, il dit que je ne sais pas tenir une maison, que c'est pas possible, c'est trop sale. Alors vous dites c'est normal. Moi, je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit à ce niveau. Je dirais simplement qu'il y a un équilibre à trouver dans toute vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des critères normatifs de l'extérieur sur une vie, savoir si une vie est infantile ou non. En revanche, si ça vous empêche de vivre une relation qui fonctionne avec vos proches, c'est embêtant. Ça m'empêche pas. J'espère pas. Oui, moi, je trouve ça très important de dire qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas de, je sais pas comment... Choses normales ou pas? Oui, normatives. Voilà. Je trouve que c'est très important parce que c'est vrai que ça laisse aussi à chacun la liberté d'accepter les petits écarts de chacun, quoi. C'est pas non, c'est pas normal. Je vous demanderai votre avis alors à propos de l'extrait que nous allons regarder maintenant où Coluche, en tout cas le personnage qu'il interprète, n'a pas bénéficié de la définition du mot adulte. C'est un extrait d'Inspecteur La Bavure de Claude Zidi qui sort en DVD le 19 novembre et vous allez voir qu'il se laisse déborder, envahir par sa mère avec bonheur. Et Michel, il y a des fréquentations maintenant que tu peux plus te permettre. Écoute, ils organisent un dîner en mon honneur,
parce que j'ai réussi dans la police. Il faut que j'y aille. L'hommage du vice à la vertu. Si ça se trouve, ils vont essayer de t'utiliser. Tu lis trop de romans policiers, maman. Ouais. T'as fini? Ben non. Oh, ça gabardine. Cette trou, il y avait fait. Ouais. Je l'ai fait stopper. Michel, tu sais que ton père aurait été heureux que tu la mettes pour ton premier jour. J'ai dit pas la gabardine, maman. Alors là, non, hein. Mais pourquoi? Mais parce que ça se fait plus, on porte plus les gabardines dans la police. On s'habille décontracté comme on veut, puis c'est tout. Ah bon? Et pourquoi pas en blouson noir? Michel, tu vas me faire le plaisir de te mettre un costume et une cravate. Mais maman, les costumes et les cravates, c'est pour les gangsters maintenant. C'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est les escrocs, les ministres, les trucs comme ça qui sont en costume-cravate. Michel, c'est ton père qui te l'ordonne. Voilà, une maman comme Marthe Villalonga, en même temps, comment ne pas se laisser déborder? Est-ce que former un couple avec sa maman, c'est vraiment un signe d'attachement à l'enfance? Je dirais qu'il y a des situations qui peuvent engendrer ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il arrive assez souvent qu'il y ait ce qu'on appelle ces couples transgénérationnels, c'est-à-dire entre souvent une mère et un fils ou une fille, qui peuvent engendrer des situations qui peuvent à la limite être des situations d'emprise. Et qui, quand il s'agit de garçons, c'est un petit peu plus difficile. Alors, c'est pas nouveau, ça existait avant, il y avait des veuves, par exemple. Le cas de Marthe Villalonga, c'est une personne qui est veuve. Bon, maintenant, avec les séparations, c'est un cadre un peu différent, mais c'est la même chose. C'est-à-dire des couples qui sont des couples difficiles à rompre. Vous avez un attachement d'enfant à votre père ou vous avez un face-à-face d'adulte à adulte? Waouh. Petit à petit, j'ai l'impression d'avoir plus un rapport d'adulte à adulte, mais c'est vrai que c'est difficile aussi quand on n'est pas totalement indépendant. On est toujours dans une situation un peu délicate. Mais oui, c'est difficile d'être devenir adulte quand les parents, eux, restent comme si on était toujours enfant, quoi. Je ne sais pas quel est d'où vient cette réaction-là. Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les enfants qui restent enfants? Je ne sais pas. Mais... Votre maman est très ma fille petite ou Non. Je pense que ce qui est très compliqué, c'est que je pense que mon père aimerait beaucoup qu'on devienne des adultes et indépendants. Et en même temps, c'est comme si, inconsciemment, il faisait tout pour nous garder un petit peu... Anne, vous avez pris votre envol à quel âge? Moi, j'ai été indépendante financièrement très jeune. Enfin, je sais pas, à 22 ans. Enfin, maintenant, ça paraît quand même. Non, c'est jeune. Si, quand même, oui. Il faut gagner ma vie, m'installer, nanana, même partir de chez moi plus tôt encore. Mais en fait, moi, c'est plus je crois que l'indépendance financière, c'est pas tout. Parce que moi, j'ai eu une indépendance financière, un métier, de l'argent très jeune. Et après, il y a l'indépendance morale. Et je trouve que ça, c'est un long travail. Voilà. Vous êtes au bout là ou Je trouve que je commence depuis on va dire 2-3 mois à avoir des relations agréables et équilibrées avec mes parents sans me sentir en agressivité. Je trouve que maintenant, on est d'adulte à adulte justement. Et il y avait un sketch d'ailleurs, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y avait un sketch que j'ai fait pendant très longtemps où c'était une gamine de 15 ans qui disait « Papa, faut qu'on ait des relations d'adulte à adulte ». Je l'ai dit pendant des années. Et en fait, moi, j'avais vraiment du mal à le faire. Et là, je trouve que, je touche du bois, alors j'espère, on est passé par vraiment des crises et tout ça, mais là, j'ai l'impression que je trouve ça assez idyllique, mais je sais pas. Nous allons rencontrer maintenant Frédéric. Frédéric a 25 ans, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc 25 ans, Frédéric. Et il vit toujours chez ses parents avec sa sœur qui en a 23. Il vient de terminer sa maîtrise d'ingénierie. Après de nombreuses années de vie familiale, dans une ambiance chaleureuse, il compte partir de chez lui, trouver un travail, bref, s'assumer enfin. Frédéric, bonjour, bienvenue à vous. Est-ce que vous êtes reconnu dans la cohabitation maman-fils avec Coluche et Marthe Villalonga ou... Non, c'est une caricature chez moi, non, ça se passerait pas du tout comme ça. Ça se passe comment alors? Ça se passe, par rapport à l'extrait, ma mère serait passée dans la cuisine et m'aurait dit tiens, il reste du fromage dans le frigo, passe une bonne journée, enfin voilà. Pourtant, vous partagez donc avec votre famille la même cuisine, la même salle de bain. Tout à fait. Il y a des lieux communs dans lesquels vous vous retrouvez et vous ne faites que vous croiser. Vous avez quel âge? 25 ans. Ça va. Ah, oui, ça va très bien, ça me concerne. Je croyais qu'il avait genre plus, quoi. Non, mais ça, visiblement, ça pose question.
de savoir à quel moment partir, pourquoi le faire, vers quoi aller. Visiblement, pour vous, ce sont des véritables questions, Frédéric. Enfin, c'est des questions, c'est plutôt une évolution, c'est des envies. Je me suis pas dit, jusqu'à 25 ans, je compte habiter chez mes parents. Chaque année, chaque rentrée scolaire, j'ai fait des études jusqu'à présent. Je me posais la question de savoir si, en dehors de mes études, je pouvais m'assumer financièrement. En l'occurrence, chaque année, je ne pouvais pas faire mes études et en même temps travailler à côté. Donc, c'est une évolution logique, certes. Voilà. Est-ce que ça correspond chez vous à une envie de devenir plus adulte? Alors aujourd'hui, oui, j'ai pas voulu continuer un 3e cycle parce qu'en plus mes parents sont à la retraite tous les deux. Et du coup, oui, j'appréhendais cette nouvelle évolution par rapport à mes parents. Et puis même moi, justement, dans mon évolution personnelle, j'ai envie de m'assumer financièrement. C'est ce qui me manque un peu pour me sentir adulte. Au niveau ma vie sentimentale, ma vie sociale, j'ai l'impression d'avoir avancé. Et au niveau m'assumer financièrement, c'est vrai que c'est un manque aujourd'hui. Vos parents, ils vous considèrent comme un adulte? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ils respectent complètement ma vie privée. Vous emmenez des filles chez vous? Oui, non. Il va avoir des problèmes, il peut dire une. Non, mais dites non. Non. Mais c'est oui, c'est ça? Non, enfin, c'est oui, j'ai la chance que mes parents, alors par rapport à l'intimité, oui, quand on habite chez ses parents, c'est difficile. Bah oui. Mais mes parents ont une maison de campagne, donc j'ai la chance d'avoir mes week-ends un peu tranquilles. Voilà. C'est ça, d'où le problème de la retraite, ce qui vont être à la maison quand même toute la journée. Voilà. Et vous n'aviez pas forcément envie de cette cohabitation-là? Tout à fait, oui. Est-ce que... la campagne. Mais je n'ai jamais eu envie de cette cohabitation. Elle s'est faite naturellement par rapport à... Parce que j'ai fait des études, parce que... C'était confortable? Oui, tout à fait. Ça ne l'est plus? Ça ne l'est plus... Bah, à 20 ans, oui, j'ai toujours travaillé un peu à côté de mes études, des petits boulots, mais qui ne pouvaient pas... je ne pouvais pas me payer un loyer, etc. à côté. Mais le peu d'argent que je gagnais, elle passait pour mes vacances, pour mes plaisirs, pour mes sorties. Et c'est vrai qu'à 20 ans, on préfère mettre son argent qu'on gagne là-dedans que dans des factures ou des charges. Plus d'un tiers des jeunes, Jacques, si on en croit l'INSEE, des jeunes de 20 à 29 ans qui travaillent, habitent toujours chez leurs parents, et surtout les garçons. C'est normal? Là aussi, normal, je ne sais que dire. Il ne faut pas que ça s'éternise. Il y a des situations qui sont classiques et normales maintenant dans la mesure où les études durent un certain temps et où la vie familiale devient plus démocratique, comme certains sociologues l'ont dit. Donc il n'y a plus d'intérêt urgent à quitter les parents. Moi, ma génération, on ne se posait pas la question, on avait envie de partir très vite. Là, on n'est plus dans cet intérêt urgent. Avec des questions parfois qui peuvent glisser dans le registre pathologique quand la situation s'éternise, notamment des jeunes qui travaillent depuis longtemps, qui restent dans une situation de dépendance affective assez longtemps, ou des jeunes qui passent 15 fois un DUG et qui sont tout le temps en train d'être perfusés comme ça dans la vie familiale, et où on se dit effectivement les parents gagneraient à les pousser dehors. Qu'est-ce qu'ils y perdent, ces jeunes-là? Ils y perdent simplement à ne pas exister. Je veux dire, quand on reste comme ça perfusé pendant 50 ans, on n'existe pas par soi-même, on est dans le nid toute sa vie. Je crois que quitter ses parents, c'est exister par soi-même. Vous avez des exemples poser sa vie, de gens que vous avez rencontrés qui sont venus vous raconter cette histoire-là, à qui ça posait des problèmes? Des jeunes, des garçons surtout, des parents parfois qui disent oui, là on a un garçon, il ne veut pas partir, ou on ne sait pas trop comment le faire partir. Et d'ailleurs souvent les questions qui sont posées, moi je pose des questions souvent de bon sens en disant au fait son linge, est-ce qu'il s'en occupe lui-même, ou est-ce qu'il travaille, mais est-ce qu'il vous verse un loyer? Oui, on ne s'était pas posé la question. Des questions de bon sens, selon moi, qui sont par rapport à pour aider une personne à s'autonomiser, même si le terme est un peu paradoxal. Je crois qu'il faut essayer de voir concrètement comment les choses peuvent se faire. C'est quand même un grand saut dans le vide de partir, Anne. Quand on part, c'est un peu le saut dans le vide, non? Ouais, moi, on m'a mis dehors, en fait. Ah ça vous a beaucoup aidé, effectivement. Ça aide beaucoup à devenir adulte. Et vous l'avez visiblement bien pris. Non, mais en fait, parce que je vivais pas vraiment là, parce que j'avais un petit ami et je vivais presque beaucoup chez lui. Donc, pour mes 23 ans, ma mère, je me rappelle, elle a pris toutes mes affaires, 12 valises et hop, dehors. Aujourd'hui, vous appréciez? Oui, parce qu'en fait, ça m'a permis d'abord de voir ce mec, il n'était pas fait pour moi, parce que du coup, j'étais obligée d'aller vivre avec lui, par la force des choses. Et non, donc je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'au moins, c'était clair. C'était pas genre, je vis à moitié.
Là, c'était... Il fallait y aller, quoi. Ouais. On va retrouver tout de suite Martin. Vous avez d'autres questions, Martin? Oui, vous évoquez les différences entre les garçons et les filles. Alors, quelque chose qui revient très très souvent dans les interventions des femmes, c'est le reproche de l'immaturité envers les hommes. Donc, au nom de tous les hommes, je voudrais savoir de quoi il s'agit, parce que est-ce qu'il y a un genre qui est immature et l'autre qui serait mature? Ça fait beaucoup rire Rose, et pas du tout Frédéric, qui fait une tête longue. Vous vous sentez immature, Frédéric? Par rapport aux filles de mon âge, oui. Enfin, à 25 ans, je ne sais pas, à 20 ans, l'écart est important. Jacques? Ah oui, ça c'est un élément du discours psy qui est passé dans la culture. Hein. C'est-à-dire que les filles très tôt, dès le collège, disent que les garçons sont immatures. Donc elles le savent en plus. Elles s'entraînent très tôt pour leur dire. Mais c'est en partie vrai. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est assez ancienne. Fait que les garçons, effectivement, au niveau de la maturité affective, c'est un peu moins rapide, la mise en place. Tant mieux. Et puis je crois aussi... Des filles puis les filles sont plus contrôlées que les garçons. Donc elles ont intérêt à partir. Les garçons ont, comme on disait, le beurre et l'argent du beurre. Non, mais là, vous parlez des gens qui restent chez leurs parents, mais il y a des adultes immatures. C'est vrai qu'il y a des mecs qui ne veulent pas s'engager, qui sortent avec 15 filles en même temps. Je ne peux pas faire un choix. Tu me demandes beaucoup. J'ai 45 ans, je ne suis pas encore prêt. Enfin, il y a ça quand même. Il y en a. Oui, alors, c'est pour ça que Rose ne veut pas se marier. Mais c'est un jeu qui se joue à deux pour moi. C'est-à-dire que souvent, effectivement, les hommes sont dans ce registre de fuite. Il arrive assez souvent qu'ils fuient l'engagement. Et c'est souvent aussi, les femmes ne se rendent pas compte à quel point elles ont une demande qui est extrêmement forte et parfois qui peuvent sembler envahissantes. C'est-à-dire le garçon qui a eu du mal à sortir de l'orbite maternelle se retrouve en face d'une jeune femme qui a une demande assez forte et se dit mais est-ce que je ne vais pas repasser sous une autre orbite? Est-ce que ça n'est pas ça, avoir une relation d'adulte à adulte? Une relation d'adulte à adulte, c'est être l'un en face de l'autre sans être dans des relations d'emprise. Et c'est vrai que les relations de type relation d'emprise, c'est très courant de nos jours. Mais alors c'est compliqué d'avoir une relation hors de l'emprise avec quelqu'un qui fait une crise d'adolescence aussi tard. Ah, c'est très difficile. Vous êtes encourageant, Jacques, je vous remercie beaucoup. Mais, dites face à quelqu'un qui est aussi tard adolescent. Tout le monde n'est pas comme ça. Non, non, bien sûr que non. Heureusement. Mais, effectivement, heureusement. Quand vos filles, Anne, seront en âge de voler de leurs propres ailes, quelle heure sera-t-il? Quel âge auront-elles? Je ne sais pas. On ne peut pas dire, moi, mes enfants, je les mettrai dehors, ou moi... Moi, je sais que quand j'étais petite, je disais beaucoup à mes parents, parce que j'ai une crise d'adolescence, au contraire, moi, très très tôt, vers 11 ans, qui a duré à peu près jusqu'à 35 ans. Donc... Bien, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est clair. Mais en tout cas, je disais beaucoup, moi, à mes parents, dès l'âge de 11 ans, oui, de toute façon, moi, le jour de mes 18 ans, je m'en vais, je comptais les jours, enfin, j'étais beaucoup comme ça dans l'adolescence, chaque fois qu'il y avait des crises, je disais, je m'en vais. Et le jour de mes 18 ans, j'étais bien contente de... C'était ça. J'étais encore là, quoi. Donc en fait, je ne suis pas partie tout de suite. Et donc c'est... Quand on voit soi-même qu'on n'arrive pas à tenir les trucs qu'on s'est dit, parce que c'est vrai qu'il y a le confort, il y a tout ça. J'aimerais juste qu'on revienne sur la difficulté donc, à quitter le domicile familial, mais à cause des parents. Comment est-ce qu'on peut mettre le doigt là-dessus? Comment on peut s'en rendre compte si on est concerné? Comment on peut le voir ça? Je crois déjà écouter ce que disent les amis. Parfois c'est utile. Oui. Et du côté la souffrance psychique aussi, de voir un gamin qui manifestement est dans une espèce de dépendance un peu dépressive, où il tourne en rond, où il est tout le temps sur Internet. On sent qu'il y a des choses qui se passent mal. Et ça, les parents le voient. Et du côté des parents, on peut donner un coup de main pour laisser partir le petit de 30 ans? Donner un coup de main s'il le souhaite, oui. Un coup de main qui est possible. Il faut vouloir le lâcher. Pas être trop ambivalent vis-à-vis de ça. Puis il faut être prudent. C'est vrai que quand la situation est installée, c'est difficile d'arrêter d'une manière intelligente parce qu'on est tenté par des arrachements brusques. Dire, ah bon, on a été dans une dépendance longtemps, donc on va couper brusquement. Et là, ça peut être déplorable de faire comme ça. Quoi qu'il en soit, dur de quitter papa et maman. Et quand on a réussi, il n'est pas toujours simple d'assumer les réalités de la vie. C'est le cas de Christine Huillier, consultante en marketing. Elle perd tous ses moyens et redevient une toute petite fille dès qu'une de ses clientes lui fait des reproches à propos de son travail. Elle a donc choisi l'analyse transactionnelle pour régler ce problème. Alors qu'est-ce que c'est que l'analyse transactionnelle? C'est une approche thérapeutique qui travaille sur les transactions, c'est-à-dire les relations avec l'entourage. L'AT, comme disent les pros, les spécialistes, identifie 3 facettes dans chaque personnalité. En fait, c'est 3 états du moi qui cohabitent en permanence. Il y a le moi enfant, il y a le moi parent et il y a le moi adulte. Vous allez comprendre tout de suite comment on peut choisir de grandir. Benoît Renard et Marie Cazot ont suivi Christine en séance chez Isabelle Crespel, analyste transactionnelle à Paris.
Asseyez-vous. Bien. Alors, Christine, qu'est-ce que vous voulez pour vous aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, j'aimerais travailler sur un problème que je rencontre assez fréquemment. J'ai une de mes clientes, de temps en temps, elle n'est pas contente de ce que je fais, alors que j'ai l'impression d'avoir fait comme d'habitude. Elle me dit, ça va pas du tout, hein, ce que vous avez fait. Vraiment, c'est de la merde. Je ressens une espèce de, oui. je ressens une espèce de décharge électrique. J'ai le cœur qui se met à battre. Je suis dans la trouille en fait. Quand vous êtes en relation avec elle, en termes d'état du moi, qu'est-ce que vous observez? Dans quel état du moi vous mettez-vous? Dans quel état du moi la voyez-vous? Je suis sûrement dans un état du moi enfant parce que je réagis vraiment comme une gosse, quoi. Eh oui. Je suis, oui. J'allais dire, je suis terrorisée, c'est un peu fort, mais je suis. Mais vous perdez vos moyens. Oui, je perds mes moyens. Ah, oui. Et elle, vous la voyez dans quel état du moi? Elle, je la vois très. À mon avis, elle est très autoritaire, parentale quand elle fait ça. Ouais. Est-ce que vous avez dans votre histoire passée une situation de même ordre où vous auriez, n'importe où ailleurs, dans d'autres circonstances, été face à une personne qui se comporte avec vous d'une manière autoritaire, qui vous dit « c'est pas bien ce que tu as fait ». Peut-être mon père. Par exemple, quand j'étais en primaire, j'étais plutôt bonne élève. Oui. Et quand j'étais première, il me disait systématiquement que c'est que les autres étaient nuls. Et quand j'étais 2 ou 3e, il me disait que ça valait rien parce que c'était pas première. Qu'est-ce que la petite Christine aurait aimé dire à son papa à ce moment-là? Que je trouvais ça dégueulasse. Ouais. Dites-moi, combien vous trouvez ça dégueulasse? Je trouve que c'est... que finalement c'est profondément injuste et que... Oui. Et que ça servait à rien que je bosse ou que je bosse pas. Parce que de toute façon, finalement j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient. Et que j'étais jamais comme il faut. Dans quel état du moi pensez-vous être maintenant quand vous dites ça? Je suis touchée, donc je suis à nouveau dans l'enfant, j'imagine. Qu'est-ce que ce parent interne qui est en vous pourrait dire à la petite Christine quand elle est envahie comme cela? Vous pouvez vous adresser à elle. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? J'aimerais lui dire qu'en fait je l'aime beaucoup. Et que ça me touche de la voir comme ça. Ok, adressez-vous à vous-même et dites-vous cela. C'est pas très facile. Je comprends vraiment que tu aies trouvé ça injuste. Ouais. Parce que ça l'était. Ça l'était. Et... Puis j'ai envie de te dire aussi que finalement, c'est pas si important que ça d'être la première. Que ce qui est important, c'est que tu sois contente. Et que tu sois fière de ce que tu fais. Bravo, Christine. Bonjour Christine, Bonjour. Ravie que vous soyez là. Visiblement, vous avez vécu un moment très très fort, Oui. Auquel vous ne vous attendiez pas. Auquel je ne m'attendais pas à ce moment-là, oui, c'est vrai. C'est vrai. L'idée n'était jamais venue, l'histoire de votre père, hein. Ça vous était jamais venu à l'esprit? C'est-à-dire que c'est un lien que j'avais jamais fait comme ça. C'est vrai. En fait, ce qui s'est passé pour moi dans cette séance, c'est qu'effectivement, en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est un problème que je connais bien. Oui. C'est un problème que j'ai depuis longtemps. C'est un problème que j'ai analysé, décrypté, etc. Et néanmoins, j'arrivais pas à le dépasser. Voilà.
Voilà. Donc ça, c'est très pénible. Donc c'est assez pénible, oui. Et c'est vrai que, bon, je savais que c'était en partie en lien avec mon père, mais je dirais que par rapport à d'habitude, là, c'est revenu d'une façon très émotionnelle. C'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti tout d'un coup ce souvenir comme étant douloureux. Douloureux. Donc aujourd'hui, vous êtes certaine que ça vient de là? Ça vient de... Je suis certaine que ça vient de là, entre autres. Ouais, entre autres. Est-ce que vous pensez que la prochaine fois que vous aurez affaire à la même cliente et qu'elle vous fera la même réflexion, vous réagirez de la même manière? J'espère pas. Ceci dit, il m'est arrivé une situation à peu près semblable il y a très peu de temps. D'accord, alors? Depuis le reportage. Oui. Et c'est vrai que j'ai réagi différemment. Quelle différence, quelle nuance? Je me suis sentie aussi stressée sur le coup, aussi débordée, je dirais, un peu tremblotante à l'intérieur, etc. Et je dirais par rapport à d'habitude, j'ai pas réagi au quart de tour. Voilà. C'est-à-dire que j'ai respiré. Ça vous a blessé, vous n'avez pas réagi? Voilà, j'ai respiré. Je pense qu'à ce moment-là, pour revenir dans des termes un peu d'analyse transactionnelle, puisque c'était le terme... Bien sûr, on essaie de comprendre ce qui se passe, effectivement. Voilà. Je me suis rebranchée dans mon état du moi adulte et j'ai choisi de différer ma réponse. C'est-à-dire, j'ai dit à la personne, écoutez, je suis désolée, mais là, je ne suis pas disponible. Et donc, est-ce qu'on peut se recontacter? Je vous propose de vous rappeler demain. Ce qui m'a permis, effectivement, de sortir de cet état émotionnel dans lequel j'étais pas à l'aise et du coup de pouvoir redevenir adulte. Vous y donc pensez de pas au quotidien? réagir comme une enfant. Et au quotidien, en travaillant, vous pensez à votre état du moi, enfant, adulte, parent? Au quotidien, d'une façon générale, pas forcément en travaillant, et puis c'est pas systématique évidemment, parce que ce serait un peu lourd. Et puis, mais ça m'arrive d'y penser, oui, notamment dans des circonstances où je me sens touchée. Maintenant, je pense beaucoup plus à ça, et puis je décrypte beaucoup plus facilement les états du moi de l'autre aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à l'analyse transactionnelle? Comment est-ce que vous y êtes arrivé et qu'est-ce qui vous a convaincu? Alors, ce qui m'a amené, ça faisait déjà longtemps que j'avais envie d'entreprendre une thérapie, mais bon, j'étais pas... Enfin bon, comme beaucoup, j'ai mis un certain temps, voilà. Oui. Et j'avais une amie qui était psychologue de formation et qui avait fait une formation en analyse transactionnelle. Et la façon dont elle m'a expliqué, je dirais, cette approche, m'a beaucoup séduite. C'était quoi? Elle m'a donné quelques clés de concept, je dirais, d'analyse transactionnelle. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que c'était extrêmement accessible. Les mots-clés pour l'analyse transactionnelle, pour vous, c'est quoi? Alors, les mots-clés, c'est justement ce décryptage d'état du moi, adulte, parent, enfant, etc. C'est aussi le fait, un peu comme vous disiez tout à l'heure, de possibilité de comprendre la transaction. Donc l'échange avec l'autre et de pouvoir le décrypter. Et donc à travers ce décryptage, de pouvoir d'abord faire évoluer les choses et puis voir ce qui se passe dans la relation, comprendre pourquoi avec certaines personnes on se sent bien, pourquoi avec d'autres on ne se sent pas bien, pourquoi à certains moments par exemple on se sent coincé dans la relation, pourquoi parfois on a la sensation d'être mal après... Vous savez, parfois, ça arrive. Bien sûr. Donc pour vous, en fait, c'est une thérapie immédiate et avec du recul qui permet si je résume un peu... C'est-à-dire que encore une fois, c'est pas si simple que ça. Non, bien sûr. C'est plutôt l'idée de partir de ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, ce cas que je rencontre avec cette cliente. Et effectivement, après, de revenir jusqu'au passé et de retrouver l'émotion et donc pas seulement de traiter au niveau comportemental, aussi de traiter en profondeur. Plus en profondeur. Il y a d'autres pistes, Jacques, que l'analyse transactionnelle? Je crois que de toute façon, un travail sur soi en général peut être utile. Quand on est dans une difficulté réelle, profonde, à se positionner en tant qu'adulte, je crois que ce qu'on dit là, effectivement, c'est que le fait d'avoir contact avec l'enfant en soi, c'est quelque chose d'important pour tout le monde. C'est-à-dire que l'enfant en soi n'est pas nécessairement à couper. On a tous une relation avec ce que les psychanalystes appellent l'infantile, c'est-à-dire cet enfant qui s'exprime en nous, quelque chose de l'enfance qui s'exprime en nous, avec lequel il faut avoir un contact souple et pas être enfermé dans ce contact, pas être prisonnier de cet enfant qui répète un certain nombre de choses. Mais moi, tous les soirs, quand je m'endors, je redeviens un peu enfant, sinon je ne pourrais pas m'endormir.
Ah bon? Bah oui, tous. Pourquoi? On régresse tous pour s'endormir. Pourquoi? Parce qu'il y a une... on laisse tomber un peu les défenses, on revient à des moments... C'est un moment par excellence dans lequel on régresse. Vous n'allez pas faire envie à Rose. Vous êtes en train de nous dire que devenir adulte, c'est se barricader. Non, devenir adulte, justement, ben oui, c'est ça. Et je pense que peut-être Rose peut regarder ça. C'est-à-dire que c'est peut-être parce qu'on lui a présenté le monde adulte comme un monde où on se coupait de l'enfance. Moi, je pense que devenir adulte, c'est au contraire prendre quelque chose de la poésie de l'enfance et de cette souplesse, tout en accueillant le réel. Et je crois que si les parents poussaient plus les ados à regarder un peu le réel, parfois avec ses côtés difficiles, en les aidant aussi à garder cette poésie, à garder cette création-là de l'enfance, ça serait plus facile pour eux. Alors faut-il qu'eux puissent le faire? Bien sûr. À bon entendeur. Martin, vous avez d'autres questions? Oui, je ne sais pas si c'est un phénomène contemporain, mais beaucoup de femmes se déclarent en souffrance par rapport à une mère immature. Elles se sentent en concurrence avec leur mère et reviennent beaucoup sur ce sujet. Alors que peut-on dire pour aider les filles et peut-être aider les mères également? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Jacques? Ce sujet, on parlait des hommes immatures tout à l'heure, et donc peut-être aussi des pères immatures, ça doit quand même aller un peu avec parfois. Donc là, on évoque les mères immatures. Moi, je pense que la question des mères immatures, je crois, c'est la question des mères qui se définissent comme dans une relation de proximité, d'amis avec leur fille. Donc la question est d'abord là. Alors je ne dis pas que c'est mal d'avoir de bonnes relations avec sa fille, mais parfois, on a du mal, certaines mères ont du mal à se mettre dans une position de celle qui montre le chemin, qui a déjà eu une partie de sa vie derrière elle, et n'accepte pas le vieillissement, ça a évoqué tout à l'heure. Donc je crois que c'est un élément important. Et il me semble que pour les filles elles-mêmes, je crois qu'il faut qu'elles essaient de prendre un peu de distance vis-à-vis de ces mères. Christine, vous levez les yeux au ciel. Pourquoi? Oui. Mais parce que, enfin moi, contrairement à Frédéric, c'est ça, oui. Je suis partie très tôt de chez mes parents. Donc, a priori, il y a justement cette prise de distance et ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est faite d'une façon interne. Donc, ah oui, il ne suffit pas de partir. Il ne suffit pas de partir. Il faut couper alors. Je n'ai pas évoqué une prise de distance géographique. Oui, j'avais bien compris, mais en même temps... Donc, toute la question, c'est d'arriver à prendre une distance, justement dans ces relations qui deviennent très proches et dans lesquelles on est pris dans quelque chose de l'ordre de la fusion, pour dire les choses rapidement. Même écoutez, si ça vient, puisque c'est venu pour Agne il y a 2-3 mois. Non, mais peut-être ça m'inquiète avec ma fille, c'est vrai. Je suis peut-être une mère immature, je suis en train de dire merde, je suis une mère. Elle est jeune quand même. Hein. Elle n'a pas 25 ans. Non, mais moi, je suis peut-être. Ah oui, j'ai le droit d'être immature quand elle est petite. Je pense que ce qui est dit dans la question, c'est ça. Super. Jusqu'à quel âge vous avez le droit dans une relation proche et sans vous poser 1000 questions sur la manière de l'aider à la pousser dans la vie d'adulte, il me semble. On va essayer de retrouver de manière collective. J'espère que ça parlera à tous les enfants qui sont restés en nous. Hein. Voilà, je vais dire ça comme ça. Pourquoi je ne suis pas à l'aise avec cette histoire, moi. On va retrouver tout de suite Florence Servan-Schreiber qui régénère notre part d'enfance. Florence, j'ai besoin de vous pour régénérer mon enfance. Alors j'ai pris des vacances de ma vie d'adulte. Il n'y avait pas mes parents, c'était pas à propos de partir de chez moi ou pas, ça fait longtemps que c'est fait. Mais je suis allée suivre un atelier de collage organisé par un monsieur qui s'appelle Luc Favard et qui s'intéresse beaucoup à un voyage intérieur dans l'âme. Alors ce qui est très intéressant dans ce voyage précisément, et là où toute l'innocence est obligée de réapparaître, c'est qu'on commence par feuilleter des magazines. Des magazines qu'on a peut-être déjà lus, des magazines qu'on regarde en général pour avoir une information. Et là, ce n'est pas l'information qui compte, mais ce sont les images, ce sont les couleurs, ce sont les formes, ce sont les informations. On regarde la page. C'est une expérience totalement visuelle. Et en fonction de ce que l'on va choisir, on va commencer à le poser sur une feuille de papier. On va composer une image. Et alors, les gens qui étaient là faisaient des choses totalement différentes. C'était très intéressant. Certaines faisaient des choses tout à fait figuratives, d'autres totalement abstraites. Des gens choisissaient des mouvements, des gens choisissaient des couleurs. On avait presque quasiment des sons presque. Alors c'est vrai qu'on travaille en musique, donc ça aussi c'est très libérateur. On est obligé de tout lâcher. Vous me faites rire parce que vous faites à l'inverse des enfants. Les enfants, ils tirent la langue quand ils collent. Moi, je la rentre comme ça. Vous la rentrez, c'est drôle. Je la rentre comme ça, je la mordis. J'étais hyper concentrée. Après, il faut coller, c'est très difficile parce qu'il ne faut pas que ça tombe. Et alors, l'animateur qui est là va voyager autour de nos différents collages et dire ce qui lui inspire. Et c'est très amusant. Ça n'est pas, je le dis ici, ça n'est pas psychologique du tout.
on n'y va pas pour faire un travail sur soi, on y va pour se laisser aller, pour créer, pour assembler. Ce collage ne veut rien dire, c'est mon expression de 3 heures de travail. Il y a un petit problème avec le temps quand même. Hein. Excusez-moi, j'aime beaucoup le temps. Oui, regarde, ça monte là-haut. Il y a une angoisse avec le temps. Une, deux, trois, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un rapport? Est-ce que ça vous plaît, Florence? Vous savez, ce qui m'est arrivé de près, je le trouvais très coloré, j'avais le nez dessus, vraiment la langue rentrée comme ça, et en m'éloignant, je le trouvais en fait assez triste. Alors je comprends rien, donc je le trouve amusant. J'aurais peut-être mis plus de choses si je l'avais regardé de loin une première fois avant. C'était une bonne expérience pour vous? Oui, c'était une très bonne expérience parce que ça n'était que de la création. Et une fois de plus, ce qui était vraiment, j'ai trouvé enfantin, c'était de partir de références du quotidien. Et précisément de ces magazines qu'on a partout autour de soi et là, de s'en servir autrement. Bon. Est-ce qu'on peut dire que Florence est retombée en enfance, Jacques? Dans le bon sens du terme, oui.